Est-ce qu'il faut attraper le couteau qui tombe sur Ubisoft? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'éditeur de jeux vidéo français. Le point haut n'a jamais été revu depuis juillet 2018. On était à 108 €. Plus d'une division par 10. Maintenant, on a 10 €. Bon, on semble un peu se stabiliser depuis quelques temps. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? Regardons ça. Alors, est-ce qu'on a la publication du premier trimestre 2025? Oui. On va se mettre en glissement annuel. Bon, voilà, hein, c'est cyclique, en fait. Ubisoft, il y a eu des périodes de décroissance. Bon, en 2020, ok, on peut comprendre pourquoi. Mais en revanche, 2022, 2023, pourquoi est-ce qu'ils sont en décroissance? Est-ce qu'ils ont fait des flops sur leurs jeux vidéo? Là, pareil, mars 2025, pourquoi on publie moins 17,5 en glissement annuel? Ça fait mal quand même, hein. La médiane, c'est 7% de croissance. Mais là, maintenant, on est en difficulté. Un peu d'acquisition à signaler, enfin, beaucoup d'acquisition quand on regarde par rapport à la market cap. On est presque, on est à 40% de la market cap en acquisition. Est-ce que ça a généré de la croissance? Bah, peut-être pas, hein. Finalement, peut-être ces acquisitions ont détruit de la valeur. Bon, donc c'est compliqué au niveau chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe au niveau des marges? Taux de marge brute, lui, il arrive à augmenter, ce qui est pas mal, hein. Bon après, taux de marge brute, il faut voir comment on le calcule. Maintenant, on est à 89%. Donc c'est très élevé. Ils ont réussi à monter leur prix en plus, ou à baisser leurs coûts en tout cas, mais à mon avis, surtout monter leur prix. Donc ça, c'est bien. Il y a du pricing power quand même dans cette industrie et pour cette boîte. En revanche, le taux de marge d'EBITDA, c'est le naufrage depuis septembre 2023. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Opérationnellement, pourquoi est-ce que ça décroche autant? Et donc, on fait des pertes, on accumule les pertes depuis juin 2019. Donc, bon, c'est un dossier compliqué, hein. Rien qu'aux marges, on voit que en fait, c'est pas qualitatif et qu'il y a des problèmes de gestion dans cette boîte. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, là, ce qui est rassurant, et d'ailleurs, c'est ce qu'on aurait pu voir au-dessus, si on se met la free cash flow margin, on est sur, ouais, on est quand même sur des free cash flow qui sont positifs, qui sont plus élevés que les bénéfices nets, et c'est ce qu'on voit ici. Donc pourquoi est-ce que en fait, on n'a pas de résultat net en cumulé sur 10 ans? C'est incroyable. Par contre, on a 25 milliards en free cash flow. Bon, comment est-ce que c'est obtenu? Est-ce que la boîte est à BFR négatif? Presque, presque. Bon, on va dire que c'est neutre. Est-ce que cette variation du BFR est favorable? Non, par contre, elle est défavorable. Ça, c'est pas bien. Sur 10 ans, on perd de plus en plus de pouvoir de se faire payer par les fournisseurs. Avant de se faire payer par les clients, on va nous payer les fournisseurs. Donc ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on perd un peu dans le rapport de force face aux distributeurs. Ensuite, est-ce qu'on a la dépréciation, amortissement des dépenses en capital? Donc, dépréciation et amortissement supérieur aux dépenses en capital, presque le double. Donc ça permet ça dégage des free cash flow. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire de la dépense en capital? On n'investit plus dans la croissance, peut-être. En tout cas, ça génère du free cash flow, oui, mais peut-être que la croissance à moyen court terme, elle est condamnée à cause de ça. Ensuite, si vous regardez les other non-cash items, on en a pour 3,6 milliards. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Provisions, etc. Ça, c'est dans le tableau de flux de trésorerie que ça se passe. Et là, vous n'avez pas toute l'explication en fait sur pourquoi est-ce qu'on a une telle différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc, pour savoir en détail, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow parce que finalement, elle gagne de l'argent, mais c'est via les free cash flow que ça se voit et pas via le résultat net. Peut-être qu'en fait, ils ont déprécié massivement les acquisitions qu'ils ont fait, par exemple. Bon, on va regarder la rentabilité opérationnelle négative. Donc, circulaire, rien à voir, il n'y a pas de rentabilité sur cette boîte. Ensuite, l'endettement, forcément, il monte. On perd des parts de marché. On n'est pas rentable. Donc, pour se financer, on a besoin de s'endetter. On ne peut pas s'autofinancer. Bon, on est en termes d'EBITDA, c'est la catastrophe, mais en fait, c'est en termes de free cash flow, on est à une fois les free cash flow. Donc, finalement, la dette est gérable à ce niveau-là. En revanche, bon, les free cash flow, c'est plus tangible que les l'EBITDA, de toute façon. Donc, il vaut mieux avoir des free cash flow plus élevés que les l'EBITDA. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à se désendetter? Est-ce que les free cash flow vont rester quand même à ce niveau-là? Il faut voir. Mais du coup, est-ce qu'il y a une rémunération de l'actionnaire? Je ne comprendrais pas qu'il y en ait. Il n'y a pas de dividende de verser, ça c'est sage, évidemment. Ce qui est la dilution, ouais, il y a la dilution constante. Donc, est-ce que ce sont des augmentations de capital? Ça ressemble plutôt, vu l'ampleur, à les distributions d'actions. Donc, soit
ce sont des actions d'autocontrôle qui sont remises en circulation, soit ce sont de nouvelles actions qui sont émises. Dans le second cas, ça dilue les actionnaires existants. Donc ça, c'est pas terrible. Et donc, le rendement d'actionnaire, il est très négatif sur Ubisoft. Donc là, pareil, circuler, il n'y a rien à voir, c'est catastrophique. Ensuite, on va regarder la valorisation. Donc, la valorisation, si on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand il n'y a pas d'EBITDA, on est dans les multiples ultra élevés. En revanche, on a vu qu'il y avait beaucoup de free cash flow. Si vous regardez les free cash flow, on se traite à 1,4 fois les free cash flow. Bon, mais peut-être qu'il faut retraiter ces free cash flow, il faut en avoir le cœur net. Mais si on les normalise, en tout cas, les free cash flow, la médiane, c'est 640 millions quand même. Sur 5 ans, ça c'est 650. Donc on reste à 650 millions. On a un free cash flow là peut-être qui est structurellement élevé, mais en fait on arrive quand même à en générer. Là, vous traitez 2 fois les free cash flow médians. Donc c'est pas très cher en réalité. Et si vous regardez, est-ce qu'il y a alors il n'y a pas d'actifs vraiment tangibles. Qu'est-ce qui compterait comme actif tangible dans ce genre de boîte? Je sais pas, mais est-ce qu'il y a une décote en tout cas sur actifs tangibles? On n'a pas la valeur ici. Par contre, si on se met en price to book, on a une décote de 30%. Donc là, il y a du travail à faire pour savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans. Parce que, évidemment, à mon avis, il y a du goodwill. Et donc ça, c'est pas incroyable. Enfin, et quoique, il n'y en a pas beaucoup quand on compare par rapport au bilan. Donc, ça a dû être amorti. En fait, le goodwill, ils ont dû l'amortir à fond. Et d'ailleurs, on peut retrouver cette métrique. Ça, à mon avis, ça leur permet de dégager le goodwill du bilan. On n'a pas l'info. Bon, donc il faut aller regarder ce qu'il y a dans le bilan. Mais c'est l'intangible, évidemment, puisque vous êtes sur du jeu vidéo, vous êtes sur du savoir-faire, de la production, du logiciel, mais des licences aussi. Donc ça a quand même une valeur. C'est comme des marques, ça a une valeur. Maintenant, il faut voir comment cette valeur est estimée, parce que pour une marque, on va estimer sa valeur par rapport à ses ventes, etc. Mais pour les jeux vidéo, ça va être pareil. Donc il faut voir les hypothèses de valorisation des licences et des marques dont dispose Ubisoft. Dernier point à ajouter, sur Ubisoft, on a Tencent au capital et il pourrait potentiellement se renforcer et donc finalement racheter toutes les licences et dégager management, etc. Donc on pourrait avoir, on va dire, une sortie de la cote de cette boîte, vu qu'elle n'est pas très chère. Ça peut être intéressant, ça peut être en fait, voilà. Donc c'est plutôt un dossier un peu situation spéciale. On est sur une décote sur capitaux propres. Comme c'est pas une industrie où il y a du tangible, c'est des cotes sur capitaux propres, mais il n'y a pas beaucoup de goodwill, donc c'est plutôt rassurant. Donc là, plutôt un dossier deep value, on va dire. Maintenant, avec un potentiel d'OPA pour l'actionnaire même qui est maintenant majoritaire, il me semble, Tencent. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.